maintenant, il y a quand même une Monsieur proportion. Barbeau, je vais Oui, devoir pardon, vous oui, il n'y a aucun interrompre et problème. j'en suis désolée parce que Non, c'est non, le c'est point de pas. presse du ministre Oui. Dubé qui vient tout juste de commencer. Merci d'avoir été là, La mesdames, messieurs. transmission communautaire, elle est fulgurante. Vous avez vu comme moi qu'hier, nous avons recensé plus de 4500 cas. C'est le plus haut nombre de cas que nous avons jamais annoncé depuis le début de la pandémie. Et malheureusement, ça ne s'en va pas en s'améliorant. Les hospitalisations sont en hausse, les soins intensifs aussi. Juste hier, 49 nouvelles personnes sont entrées dans nos hôpitaux pour un total de 397 hospitalisations et 82 personnes en soins intensifs. Et ça ne tient pas compte des cas des derniers 10 jours qui sont pas encore à ce niveau-là dans nos hôpitaux. C'est donc qu'on a déjà atteint 50% de notre capacité de nos lits COVID. C'est pourquoi, aujourd'hui, je veux faire le point avec mes collègues Dr Arruda et Daniel Paré sur plusieurs aspects importants. Tout d'abord, l'opération de vaccination elle-même, le resserrement de certaines mesures, le dépistage et le traçage de nos cas, les tests rapides et dire quelques mots sur le délestage. Commençons tout d'abord par l'opération de vaccination elle-même. Un des éléments cruciaux pour se sortir de cette hausse fulgurante, c'est la vaccination. Nous sommes chanceux qu'autant de Québécois aient accepté d'aller chercher leurs 2 doses, mais nous sommes devant un nouveau variant. Et c'est pourquoi on doit aller chercher une dose de protection supplémentaire qui, globalement, fait passer la protection contre le variant Omicron d'environ 30% avec les 2 doses à 75% avec les 3 doses. On continue notre montée en puissance de la vaccination et je veux remercier tous les gens qui acceptent de venir prêter main forte via Je contribue. Ça nous permet d'ouvrir plus de plages horaires au fur et à mesure. Déjà, plus de 3000 candidatures dans les derniers jours se sont offertes à nous. Ce matin, je rappelle que nous avons ouvert les plages pour les 65 ans et plus. Et la semaine prochaine, ce sera les 60 ans et plus pour leur 3e dose. En date de ce midi, c'est plus de 188 000 personnes qui ont pris un rendez-vous uniquement pour la journée, pour leur 3e dose, dont 148 000 pour les 65 ans et plus. Bravo, on s'en va à la bonne place. J'entends que d'autres groupes d'âge veulent aussi se faire vacciner de leur 3e dose, mais je veux prendre quelques instants pour expliquer pourquoi nous devons le faire par étapes. Rappelez-vous que nous continuons parallèlement la vaccination de nos travailleurs de la santé et des gens qui ont des maladies chroniques. De plus, les proches aidants pour les CHSLD, les ressources intermédiaires et les résidences pour aînés, ainsi que les premiers répondants, peuvent aller prendre leur rendez-vous immédiatement sur Clic Santé. Rappelons que les Québécois ont en très forte majorité leurs 2 doses de protection. Nous avons eu quelques enjeux techniques ce matin avec Clic Santé, mais encore une fois, l'équipe a fait un travail exceptionnel dû au fort achalandage. Tout est rentré maintenant dans l'ordre. Mon 2e point, sur un resserrement des mesures. On le voit, la vaccination de la dose de rappel dont je viens de parler, à elle seule, même si elle offre une protection supplémentaire importante, comme je viens de le dire, ne sera pas suffisante à court terme. La situation est critique. Donc, avec la montée des cas et des hospitalisations, étant donné l'absentéisme de nos travailleurs de la santé, et parce que vous l'avez vu vous-même, vous l'avez constaté dans vos familles, dans votre entourage, la flambée des cas, elle est incroyable. Nous devons donc mettre en place de nouvelles mesures complémentaires à celles qui ont été annoncées jeudi dernier. Donc, à compter de 17 heures aujourd'hui, il y aura fermeture complète des bars, des tavernes et des casinos. Fermeture des cinémas et des salles de spectacle. Le télétravail est maintenant obligatoire.
Les restaurants pourront ouvrir uniquement entre 5 heures et 22 heures. Les prestations sportives, professionnelles et amateurs seront à huis clos. Fermeture des gyms, fermeture des spas, à l'exception des soins personnels. Maintenant, concernant les écoles, à compter de demain, pour ce qui est des écoles primaires et secondaires, les centres de formation des adultes et de formation professionnelle, les cours seront suspendus. Le retour en présence en classe se fera le 10 janvier. Si au retour des fêtes, le calendrier scolaire prévoit une rentrée pour le moment avant le 10 janvier, l'enseignement se fera à distance. Cependant, nous laisserons les écoles primaires accessibles jusqu'au congé des fêtes pour pouvoir permettre la distribution des tests rapides et la campagne de vaccination seulement. Les services de garde scolaire demeureront aussi ouverts jusqu'aux fêtes pour tous les parents qui en ont vraiment besoin, en priorisant notamment les travailleurs de la santé. En janvier, les services de garde d'urgence seront en place dans les milieux scolaires. Les garderies et les CPE, quant à eux, demeureront ouverts. Les milieux d'enseignement supérieur pourront rester ouverts si les étudiants ont des examens ou des stages. Temporairement, nous annulons également toutes les activités parascolaires. Troisième point, sur le dépistage et le traçage. On le voit, on a plusieurs personnes qui vont se faire dépister et dans plusieurs régions, on a de très longues files d'attente. On a atteint nos capacités de dépistage avec l'approche actuelle. En effet, on a fait mention dans les derniers jours de plus de 45 000 tests en centre de dépistage. C'est un record autour de la pandémie, ce qui est malheureusement notre capacité maximale. Ainsi, on demande aux personnes qui ont des symptômes d'aller se faire dépister pour les autres, et c'est très important, pour être capable de baisser l'achalandage. Pour les autres, on vous demande, s'il vous plaît, de laisser la priorité aux gens qui sont probablement contagieux et qui ont des symptômes. D'ailleurs, le centre de dépistage ne devrait pas être un outil pour pouvoir se faire tester si on est asymptomatique et si on veut se rassembler envers nos proches. Ce n'est pas l'objectif. On va d'ailleurs publier dans les prochaines heures les consignes de dépistage très claires pour que les gens puissent comprendre clairement quand aller, mais quand ne pas aller se faire dépister pour laisser toute la place à ceux qui sont symptomatiques. On vous invite à aller consulter ce guide dès qu'il sera disponible sur québec.ca. C'est une question de quelques heures. D'ailleurs, on ajoute dans l'arsenal de dépistage des tests rapides qu'on peut utiliser à la maison pour s'auto-dépister. Un autre point, avec plus de 4000 cas par jour, avec la contagion communautaire actuelle, nos équipes, malheureusement, n'ont pas le temps de faire le traçage de tous les contacts. Et c'est particulièrement vrai dans certaines régions, dont celle de Montréal. Alors, lorsque vous êtes positif, nous vous demandons de vous mettre en contact immédiatement, en isolement, premièrement, et de vous mettre en contact vous-même avec ceux que vous avez pu avoir ce contact-là pour les rejoindre le plus rapidement possible et leur demander de se mettre en isolement. Mon quatrième point sur les tests rapides eux-mêmes. On a distribué au cours des dernières semaines des tests rapides pour les enfants, particulièrement pour les services de garde et les écoles primaires. On parle ici de plus de 6 millions de tests qui ont déjà été distribués. Mais la distribution de 4 millions d'autotests dans les pharmacies qui a commencé ce matin se poursuivra dans les prochains jours. Chaque livraison qu'on va recevoir en ajout de ce 4 millions-là, on va les envoyer, encore une fois, principalement en pharmacie, mais nous en conserverons une certaine partie
pour nos travailleurs de la santé et également pour les personnes vulnérables en CHSLD et en RPA. Les quantités sont limitées par les arrivages du fédéral, mais je dois les remercier pour le travail qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. C'est important que tout le monde fasse preuve de compréhension. Les pharmacies affichent déjà dans leur commerce leur disponibilité. On demande aux parents qui ont déjà eu des boîtes de tests, soit par l'école ou par les services de garde, de laisser la priorité aux personnes qui n'en ont pas encore reçu. Aussi, il est important de préciser que les gens utilisant les tests rapides doivent être symptomatiques pour que ça fonctionne. C'est très important. Alors, une fois que le test est positif, la personne doit se rendre dans un test de dépistage, comme je le mentionnais tout à l'heure, pour confirmer le résultat. Elle doit aussi s'isoler en attendant la confirmation du résultat. Les autotests sont un outil essentiel. Je sais que les Québécois ont hâte de l'utiliser et nous faisons tout dans notre pouvoir pour que tout se passe rondement. Mon dernier point sur le délestage. Nous aurons de nouvelles projections de nos spécialistes ce soir et soyons honnêtes, elles ne seront probablement pas encourageantes, étant donné la force avec laquelle frappe le variant. Nous aurons à faire du délestage additionnel dans nos hôpitaux et dans le reste du réseau. Puisque nous mettons une priorité sur la vaccination et pendant qu'on finalise l'aide que nous allons recevoir via Je contribue, des travaux sont en cours avec tous les PDG pour finaliser un plan de match. Dès que les décisions seront prises, elles vous seront communiquées très rapidement. Encore une fois, en conclusion, je sais que c'est dur pour le moral, mais ce n'est pas le temps de se décourager. Les équipes de la santé dans les hôpitaux, les cliniques de dépistage, les centres de vaccination, les laboratoires, le ministère, partout, les équipes sont mobilisées. Tout le monde travaille très fort et je veux les remercier. Mais je compte surtout sur tout le monde pour qu'on puisse réduire collectivement et rapidement nos contacts, surtout à l'approche de Noël. Notre réseau de santé est déjà en situation de crise. Il faut penser à ceux qui sont au front depuis le début de cette crise. Il faut les aider. Ils doivent sentir notre appui. Je demande donc à tout le monde de faire partie de l'effort. Ça peut faire toute la différence. Courage tout le monde et merci. And I'll switch to English for a few words. Hello everybody. First, I must tell you that Bonjour tout le monde. Je dois vous dire que la situation est critique. Avec l'augmentation des cas et des hospitalisations, il nous faut mettre en place de nouvelles mesures. À partir de 17 heures aujourd'hui, nous fermons les bars, les casinos, les salles de cinéma et les théâtres. Le télétravail est exigé. Les restaurants ne peuvent être ouverts qu'entre 5 heures du matin et 10 heures du soir. Les performances sportives, professionnelles comme amateurs, devront être à huis clos. Nous fermons également les gymnases et les spas, à l'exception des soins personnels. Pour ce qui est des écoles, nous fermons les écoles primaires et secondaires, tout comme les centres de l'éducation des adultes. Par contre, nous allons garder les écoles primaires accessibles jusqu'au début des fêtes pour la distribution des tests rapides et aussi la campagne de vaccination. Le retour en classe en présentiel sera lundi, le 10 janvier. Mais après les fêtes, le calendrier scolaire offre un début avant le 10 janvier. Donc, l'enseignement sera fait à distance. Maintenant, la distribution de 4 millions de trousses de tests aux pharmacies a commencé aujourd'hui et va continuer dans les jours à venir. Les quantités sont limitées par l'arrivée
du fédéral. Les parents qui ont déjà reçu des tests sont invités à offrir la priorité aux gens qui ne les ont pas reçus. Et aussi, il est important de clarifier, et c'est vraiment important, de clarifier que les gens qui se servent des tests rapides doivent être symptomatiques pour que ces tests fonctionnent correctement. Je sais que la situation n'est pas facile, mais le temps est venu à nouveau de ne pas se décourager, mais d'être fort. Je demande à chacun et chacune de faire partie à nouveau de l'effort. Nous pouvons vraiment changer le cours de la pandémie. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Nous allons maintenant procéder à la période de questions et de réponses. Alors, comme nous sommes à distance, j'invite les médias à lever la main via l'application. Nous allons débuter avec les médias francophones. Comme à l'habitude, ce sont une question et une sous-question, s'il vous plaît. Alors, en premier lieu, nous allons y aller avec Marie-Michèle Sioui du Devoir. Oui, bonjour à tous les trois. Monsieur Dubé, j'aimerais juste clarifier une petite chose que vous avez dit. Auparavant, on nous avait mentionné que la majorité des gens vaccinés étaient asymptomatiques et puis que pour cette raison-là, il fallait faire des tests avant de se réunir pendant les fêtes. Là, vous dites plutôt d'attendre des symptômes. Je veux être certaine qu'on comprenne bien là, votre message. Très bien. Vous faites bien puis je demanderai au docteur Arruda. Le premier message, Mme Sioui, très clair, il faut diminuer les rassemblements. Le meilleur service là, que vous pouvez vous rendre à vous-même puis à tout le monde, c'est de diminuer les contacts. On a déjà encore trop de contacts, même pour la période de Noël. Ça, c'est la première chose à se rappeler. Deuxièmement, parce que les gens sont inquiets, on le voit, nous, on est en situation de crise, les gens, malheureusement, veulent se servir des tests, veulent se servir des centres de dépistage pour s'assurer qu'ils ne l'ont pas, même s'ils ne sont pas pour pouvoir aller dans un rassemblement. On ne peut plus faire ça. C'est pour ça que je dis que l'approche qu'on avait jusqu'à maintenant ne fonctionne plus. Vous avez vu les files d'attente qu'on a eues. On ne peut plus faire ça. Alors là, il faut, et heureusement qu'on a maintenant des tests rapides qui ont été donnés dans les écoles, services de garde, puis à compter d'aujourd'hui, des pharmacies. C'est seulement lorsqu'on a des symptômes qu'on utilise des tests rapides pour voir si on est porteur du virus. À ce moment-là, ça va nous dégager beaucoup nos centres de dépistage qui doivent servir, eux, soit à confirmer ce que vous avez vu par votre test rapide ou d'aller directement. Et c'est pour ça qu'on aura des consignes très claires dans un guide cet après-midi. Mais c'est la situation nouvelle, incluant ce variant-là, qui nous fait faire ces ajustements-là. Je ne sais pas si Dr. Arruda veut compléter, mais pour moi, il y a un changement de paradigme. Vous avez vraiment passé les bons messages, M. le ministre. On garde ces tests-là pour quand on a des symptômes. C'est très important. Et si le test est négatif, on s'isole aussi. L'autre élément qu'il faut important de dire, on diminue les rassemblements, mais aussi, il ne faut pas oublier le port du masque et la distanciation comme mesure importante. On sait que c'est un virus qui se nourrit de contact. Il est très, très, très contagieux actuellement. Et les principes qu'on a appris jusqu'à maintenant, la distanciation, le port du masque, le lavage des mains doivent demeurer comme une barrière là, importante au tout début. Merci. Et en sous-question? Oui, merci. Deuxième chose, vous l'avez dit, là, vous attendez des projections ce soir, mais vous parlez aussi de diminuer les rassemblements. Est-ce que les projections que vous attendez pourraient avoir un effet à la baisse sur les rassemblements des fêtes là, à 10 personnes? Ou est-ce qu'à l'inverse, vous faites cette annonce-là aujourd'hui parce que vous essayez à tout prix de garder cette mesure-là, le 10 personnes? Pas nécessairement, Mme Sioui. J'apprécie votre question. Je ne vous cacherai pas en ce moment qu'on prend une journée à la fois. C'est tellement grave ce qui est en train d'arriver. Je pense qu'il faut faire une cassure aujourd'hui. Il faut absolument que les gens comprennent qu'il faut baisser les contacts. Il y a des gens qui se sont préparés
à leur fête de Noël qui sont doublement vaccinés. On sait que ça va déjà d'être 10 personnes ou moins va avoir un impact. Ce qu'on a vu dans les bars récemment, c'est pas acceptable, c'est même irresponsable. Alors donc, ce qu'on veut, c'est faire une coupure à compter de 5 heures cet après-midi. Ça, c'est la première chose. Maintenant, au fur et à mesure qu'on va avoir de la nouvelle information, il y aura probablement d'autres mesures, mais on va écouter nos experts ce soir, puis on n'hésitera pas à revenir faire le point pour voir où on en est rendu. Merci. Nous allons maintenant passer au prochain média. Donc, Claudie Côté de TVA Nouvelles. Bonjour à vous trois. D'abord, une question peut-être pour M. Dubé ou encore M. Paré. Là, vous avez dit que la capacité maximale de dépistage a été atteinte. Ça semble être problématique aussi là, pour obtenir les troisièmes doses. En certains cas, il y a des gens qui sont dans le groupe d'âge visé, mais qui ne sont pas capables d'avoir de rendez-vous avant le mois de janvier, même février. Donc, qu'est-ce qu'on fait à court terme? Est-ce qu'on va augmenter les capacités, vacciner de nuit aussi? Qu'est-ce qu'on met de l'avant là, pour s'assurer que ça fonctionne bien? M. Paré? Bien, Mme Côté, je pense que vous le nommez bien. Là, on veut augmenter notre capacité en termes de vaccination de troisième dose. D'ailleurs, M. Dubé l'a mentionné là, dans son allocution, on est bien content de voir les gens déjà contribuer, qui appellent chez nous. On a parti toute la fin de semaine à contacter ces gens-là pour s'assurer leur disponibilité. Encore ce matin, on a encore des gens qui nous appellent pour nous porter main forte. C'est la condition sine qua non pour être capable d'augmenter et de vacciner le plus rapidement possible. Et moi, je vous assure qu'à mesure que l'aide arrive, eh bien, il y aura des ouvertures de rendez-vous additionnels pour augmenter notre capacité présentement. Maintenant, M. Dubé, bon, vous l'avez dit que vous avez dit que la situation était très grave en ce moment. Vous avez parlé d'activités de délestage. Est-ce qu'il y en avait déjà des activités de délestage? Puis est-ce que ça compromet là, vraiment grandement le plan de reprise de chirurgie pour les gens qui sont déjà en attente en ce moment de chirurgie? Bien, écoutez, on veut essayer de trouver des bonnes nouvelles. Jusqu'à maintenant, on avait trouvé un équilibre. Et on avait réussi à minimiser le délestage. On tournait à peu près à 90 de notre capacité, qui, en cas de pandémie, est quand même assez extraordinaire. C'est sûr que ce qu'on veut éviter, c'est le délestage d'activités d'urgence, de chirurgie urgente. On n'est pas là du tout. Là, on est en train de regarder avec Dr. O'Patterney, étant donné l'importance de la vaccination, quelles sont les activités non urgentes qu'on peut délester. Encore une fois, il y a un groupe de travail avec Dr. O'Patterney qui est là-dessus depuis plusieurs jours pour voir quelles sont les activités, discussion avec les PDG, mais notre priorité en ce moment, c'est la vaccination de la troisième dose depuis qu'on a le nouvel intervenant. Merci. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer au prochain média. Donc, Geneviève Lajoie du Journal de Montréal. Bonjour, messieurs. J'aimerais revenir sur les rassemblements de 10 personnes. Je vous ai bien compris, M. Dubé, si j'ai compris que les mesures pourraient changer. Donc, on est au jour le jour. Donc, ça veut dire que cette mesure-là de 10 personnes pourrait être revue à la baisse peut-être d'ici la période des fêtes. Et quels critères feraient en sorte qu'on reverrait ce critère-là à la baisse? Bon, écoutez, Mme Lajoie, bonjour premièrement. On est à 4 jours. On a toujours dit que le 10, c'était un nombre maximum. Quand on le fait passer de 20 à 10, c'est un nombre maximum. On conçoit que les gens qui sont doublement vaccinés veulent voir leurs proches. Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est mettez ce groupe-là le plus petit possible. On comprend, vous avez le droit de rencontrer vos proches. Ça fait longtemps. Mais ce qu'on dit, c'est qu'il y aura d'autres mesures qui, en fonction de ce qu'on va apprendre ce soir, qui pourraient changer. OK, mais juste pour préciser, donc le 10 personnes ne sera pas touché. Là, on ne reverra pas la mesure. Écoutez, Mme Lajoie, vous avez vu là que je ne pense pas qu'il y a rien de bien définitif. Pour le moment, la meilleure réponse que je peux vous donner, c'est on regarde ça au jour le jour. J'ai très hâte de voir les prévisions que nos experts de l'INES-PQ, l'INES vont nous donner ce soir. Mais prends ça au jour le jour. Je vous dis que pour le moment, cette limite-là maximum de 10
elle est toujours là, mais s'il vous plaît, si vous n'avez pas à le faire, limitez vos contacts. Écoutez, on est 8 millions de Québécois, là. 8 millions. On est à la guerre. C'est la guerre en ce moment avec le virus. Chaque personne qui passe de 10 à 5 contacts, on vient d'enlever 40 millions de contacts. C'est de ça dont le virus se nourrit. Alors, si vous pensez que vous pouvez, même pour Noël, limiter le nombre d'invités, je vous invite à le faire. Pour vous, pour vos proches, et surtout pour notre réseau de la santé qui est très fragile en ce moment. Merci. Pour peut-être revenir sur la 3e dose, on s'est félicité là, parce que pour les premières et deuxièmes doses du vaccin, on était vraiment en avance sur de nombreux pays même. Qu'est-ce qui fait en sorte que pour la 3e dose, on est en retard à ce point-là? Là? Je veux dire, il y a des pays européens qui sont beaucoup plus avancés que nous. Même l'Ontario, les 18 ans et plus, depuis aujourd'hui, peuvent prendre rendez-vous. Qu'est-ce qui fait en sorte que la 3e dose, là, on semble un peu l'avoir échappé? Bon, avant de dire ça, je vais préciser 2 choses, puis je laisserai Dr. Arruda répondre. Premièrement, quand vous dites que l'Ontario est en avance, ils ont ouvert, mais ils n'ont pas nécessairement les gens qui peuvent prendre des rendez-vous avant. Il y a une question aussi de présentation. Nous, on va être très clair qu'on veut vacciner la 3e dose pour nos catégories prioritaires. C'est ce qu'on fait depuis le début de la pandémie, on va continuer de le faire. Deuxièmement, on a, puis je le sais parce que j'ai eu cette question-là à plusieurs points de presse au cours des dernières semaines. Rappelez-vous qu'on a fait des choix qui avaient été très bons jusqu'à maintenant parce qu'on disait qu'on avait élargi notre intervalle et cet élargissement-là avait fait que les Québécois avaient beaucoup plus de protection face aux variantes Delta. Ce qui est venu changer la donne dans les derniers jours, dans la dernière semaine, c'est l'arrivée d'Omicron qui, lui, quand les experts nous ont dit dans les derniers jours que la protection des 2 doses que l'on a, qui était d'une protection de 75-80% face à Delta, est tombée à 30%. Et c'est là qu'on a obtenu, puis là, Dr. Arruda pourra commenter, on a obtenu, fin de la semaine dernière, l'autorisation de réduire ce fameux intervalle-là. Et on a agi immédiatement. Alors, écoutez, c'est ça notre réalité. Je ne sais pas si le Dr. Arruda peut confirmer ou expliquer. Si vous me permettez, effectivement, quand on fait des comparaisons, il faut comparer aussi les programmes d'immunisation, qu'est-ce qu'ils ont été, parce qu'ils n'ont pas donné tous la même performance. Et il y a le pourcentage de couverture vaccinale. 2, il y a les intervalles. Ceux qui ont eu des intervalles à 28 jours ou à 21 jours se sont trouvés avec une baisse d'immunité beaucoup plus rapide. Et c'est pour ça qu'ils ont enclenché leur 3e dose dans certains pays avec le Delta. Mais on n'avait pas cet élément-là chez nous au Québec. Et ce que je trouve important de mentionner, c'est qu'on y va aussi selon le groupe le plus à risque d'être hospitalisé. Parce que ce qui arrive, c'est que le vaccin ne permet pas d'empêcher l'infection, mais prévient beaucoup les cas graves. Puis qui sont où les cas graves? Chez les plus vulnérables, les personnes de 80 ans et plus. Après ça descend à 170. Les maladies chroniques. Et il faut aussi protéger nos travailleurs de la santé pour qu'ils restent présents en milieu de soins. Fait que dans les faits, somme toute, la situation au Québec justifie maintenant l'introduction de la 3e dose à cause du variant Omicron, mais il y a encore une protection comme telle et de toute façon, devant l'émergence, ça prend une panoplie de mesures. Là. Vous savez, la meilleure demeure la vaccination, 1e, 2e, 3e dose, c'est clair, mais toutes les autres mesures aussi doivent être ajoutées si on veut passer à travers ce virus très, très, très transmissible. Merci. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer au prochain média. Donc, je répète, question sous question. Maintenant, Annie Guillemette de Cogeco Média. Bonjour à vous 3. Je voulais savoir, au point de vue des tests rapides, si je ne m'abuse, la première commande était de 10 millions au fédéral. Est-ce qu'on va modifier ça? Parce que là, l'engouement est là, c'est visible à l'œil nu et on pourrait peut-être en manquer là, à court ou à moyen terme. Je vais laisser M. Paré répondre à ça. Daniel? Oui, je vous confirme déjà dans nos discussions avec le gouvernement fédéral qu'on en veut plus. Un des éléments là, qu'on tient, c'est on demande au gouvernement fédéral d'en acheter le plus possible
et que le Québec ait sa part historique là, de 22,6 qui représente bien là, notre poids populationnel. On me parle que dès janvier, on aura d'autres acquisitions de différents fournisseurs. Et un peu comme M. Dubé le disait, là, je peux vous dire qu'elle travaille très fort. On travaille avec différents fournisseurs mondiaux. On sait qu'on est en compétition avec les autres pays à ce niveau-là. Mais nous, on vient de mettre en place un système de distribution qui va être performant partout au Québec grâce au réseau des pharmacies communautaires. Et aussitôt qu'on va en recevoir, bien, je peux vous garantir que ça va être distribué. Merci beaucoup. En suivi, je regardais la situation à Montréal qui n'est pas tellement rose. Là. On a doublé les cas à peu près en moins d'une semaine. Et il y a énormément de cas, en fait, plus que la moitié entre les 20 et 39 ans. Il y a quelques semaines, on parlait tout le temps des éclosions chez les très jeunes, dans les écoles primaires, dans les CPE. Est-ce qu'on est en train de voir encore un déplacement des cas vers les populations peut-être un peu plus récalcitrantes aux mesures? Je vais laisser Dr Arruda, mais je ne peux pas m'empêcher d'être déçu de voir ce qui est arrivé dans certaines régions ou dans certains lieux. Je n'irai pas plus loin que ça, c'est décevant. J'ai même dit que c'était irresponsable. Mais au-delà de tout ça, c'est un variant qui est ce Omicron-là qui est excessivement transmissible. C'est du jamais vu. Alors, la grande majorité des Québécois ont fait leurs efforts, 2 doses, mesures sanitaires, ont suivi tout. Alors aujourd'hui, tout ce que je peux vous dire, puis je vais laisser le Dr Arruda, on fait tout ça en ce moment pour nous, comme individus, mais il y a des travailleurs qui sont affectés. Alors donc, je vais laisser le Dr Arruda répondre à ça. C'est clair que les non-vaccinés, ce sont eux qui vont avoir beaucoup plus de chances de se retrouver à l'hôpital et aux soins intensifs. D'où l'importance même d'une première dose encore, je vais répéter tout le temps, de la deuxième et de la troisième. C'est vraiment ceux-là qui vont venir surcharger notre système de soins, mais en même temps, de par le fait qu'il y a beaucoup de cas, puis c'est très, très, très transmissible, il peut y avoir des personnes plus vulnérables, des personnes âgées qui vont finir par se retrouver aussi hospitalisées. Ce qu'on voit actuellement par rapport au groupe d'âge, c'est un peu normal. Ça a commencé dans les écoles de façon importante. Ces enfants-là reviennent à la maison. Ils ont des parents qui ont à peu près le groupe d'âge dont vous parlez, qui se retrouvent aussi infectés. C'est comme ça que ça se multiplie dans certains milieux en éclosion et ça se transfère d'une population à l'autre. Notre objectif est beaucoup de protéger nos plus vulnérables. C'est pour ça qu'on a donné une troisième dose aux 80 ans et plus, qu'on est allé dans les RPA, dans les CHSLD pour ne pas vivre la mortalité qu'on a déjà vécue antérieurement quand on n'avait pas de vaccin. Le vaccin, ça fonctionne. Mais actuellement, ce que le vaccin prévient moins, c'est la très grande transmissibilité qu'il y a actuellement, d'où l'importance pour l'ABC de diminuer nos contacts de façon significative, de la distanciation, le lavage de mains, toutes ces mesures-là sont complémentaires à notre stratégie de vaccination. Merci beaucoup. Nous allons maintenant donner la parole à Henri Ouellette de La Presse. Oui, bonjour à vous trois. Question peut-être pour M. Dubé. Vous avez dit tantôt, bon, il y a d'autres mesures en fonction de ce qu'on va apprendre ce soir, on le comprend bien, qui pourraient changer, mais en fonction des prévisions que vous allez recevoir ce soir, qu'est-ce qui pourrait changer si on se rend à un rythme d'hospitalisation assez élevé puis qu'on se rend dans du 5, 6 000, 7 000 cas? Qu'est-ce qui pourrait tomber encore? Quelles mesures restrictives pour donner un peu de prévisibilité aux gens là, pourraient s'ajouter en fonction de vos projections, finalement? Écoutez, je vous dirais, M. Ouellette, que jusqu'à maintenant, on a été peut-être dans des pays ou dans les nations qui ont été les plus sévères jusqu'à maintenant, puis que les Québécois ont respecté largement les mesures. S'il faut aller encore plus loin, on le fait aujourd'hui. C'est malheureux. C'est vraiment pas de gaieté de cœur qu'on fait ça aujourd'hui. Puis s'il faut le faire encore plus loin, mais laissez-nous discuter encore ce soir avec nos experts là, qui travaillent à faire des simulations. Puis je le rappelle, hein, M. Ouellette, les prévisions que l'on reçoit, on vous les publie. Là, on est transparent, on les met sur nos sites web, là, notamment sur l'INESP et l'INESPQ. On va s'ajuster rapidement à l'information additionnelle qu'on va recevoir. Mais en attendant, ce que je vous dirais, là, je vais le répéter, s'il vous plaît, limitez vos contacts. Si vous êtes capable, vous pouvez faire déjà, là,
chaque Québécois aujourd'hui, même doublement vacciné, doit se faire vacciner. Mais même adéquatement vacciné, doit limiter ses contacts. C'est la plus belle chose à faire en ce moment pour limiter la propagation du virus. Et j'ajouterais, M. le ministre, si la population diminue effectivement ses contacts, ça veut dire que la prescription fonctionne. Si les gens ne le font pas, là, on va avoir encore une continuation du nombre de cas, puis on va avoir des problèmes. On va devoir aller plus loin en pénalisant encore plus de gens. Je trouve ça important, là, de l'effort qu'on a fait jusqu'à maintenant pour continuer à le respecter. C'est pas drôle, mais ça va être une façon probablement d'avoir moins de risques d'aller vers des mesures beaucoup plus strictes. Écoutez, peut-être une chose que je rajouterais, M. Ouellet, peut-être je serais, excuse-moi Marjorie, c'est qu'on a déjà beaucoup de mesures en ce moment. On s'entend, on en a déjà beaucoup. Quand vous avez vu les prévisions jeudi dernier de l'INES-MINISPQ, rappelez-vous qu'il y avait différents scénarios. Et ces scénarios-là variaient beaucoup comment il y avait de nombre de contacts. Donc, c'est pour ça que je réinsiste aujourd'hui. Pour faire baisser le nombre d'hospitalisations et de soins intensifs, il faut se situer dans les scénarios où il y a le moins de contacts. Alors, étant donné les nouvelles prévisions qu'on a eues, je le répète, il faut limiter le nombre de contacts. Excellent. Merci. Juste en suivi sur le délestage. Le délestage va s'appliquer, j'imagine, beaucoup dans les régions où il y a le plus de cas. Donc, j'imagine qu'on peut beaucoup s'attendre à du délestage, par exemple, dans la région de Montréal. Est-ce que c'est des prévisions? Est-ce que ça va finalement être par région? Puis est-ce qu'il y a des régions qui, a priori, on peut dire, sans les prévisions que vous allez avoir ce soir, vont être plus touchées là, par le délestage que d'autres? Ben écoutez, là, comme je vous dis, on est en moyenne à 50 de nos lits COVID environ, là, lorsque je pense au nombre d'hospitalisations et de soins intensifs. Les variations au niveau du réseau ne sont pas très grandes. Alors, on va laisser l'équipe du docteur O'Patterney qui suit ça de très proche, mais la bonne nouvelle, ce qu'on a, il faut trouver les bonnes nouvelles où on les a, c'est que plus on a des gens de Je contribue qui viennent nous aider dans la vaccination, et je les réinvite en ce moment parce qu'on est en train de finaliser nos équipes pour les prochains jours, prochaines semaines, plus on va avoir de gens de Je contribue pour la vaccination. Et quand je dis vaccination, c'est les aides administratives. On en a déjà plus de 3 000 qui ont envoyé leur nom, puis on va continuer de prendre des noms. Plus on va avoir de ces gens-là, moins il va y avoir de délestage dans nos hôpitaux. Merci beaucoup. Nous allons maintenant donner la parole à Véronique Prince de Radio-Canada. Oui, bonjour à vous trois. J'ai une question concernant les travailleurs de la santé. Vous avez un taux d'absentéisme qui augmente toujours et vous ne pouvez pas vous priver des travailleurs de la santé. Alors, est-ce que vous êtes en train d'envisager des scénarios où des travailleurs de la santé qui seraient positifs à la COVID-19, mais qui seraient asymptomatiques, qui auraient des symptômes légers et qui seraient volontaires pour travailler, par exemple, dans les zones chaudes ou faire du travail administratif, est-ce que vous envisagez de faire travailler ces gens-là? Ben écoutez, c'est justement, il y a toutes sortes de scénarios. Là, je vais laisser le docteur O'Patterney regarder ça. On a quand même déjà, rappelez-vous, au pire de la crise, là, on avait 12 000 employés qui étaient absents. Là, on en a environ un petit peu plus que 4 000. Mais on a demandé à nos PDG, là, grâce au travail qu'on fait avec eux, de nous donner une situation la plus proche de la réalité hier, qu'on va remettre à jour. Mais c'est sûr qu'il faut... On ne veut pas mettre personne à risque, étant donné la gravité de ce variant-là. Et c'est sûr qu'on est en train de regarder toutes sortes de scénarios qu'on va discuter avec tout le monde, incluant avec nos syndicats. Et toujours sur un peu le même thème, est-ce qu'au moins vous remarquez, nous, on le voit quand même dans les statistiques, là, puis en même temps, il y a certains experts qui nous en parlent aussi, est-ce que vous êtes quand même encouragés, entre guillemets, par le fait que les hospitalisations semblent durer moins longtemps peut-être que dans le passé, là? C'est-à-dire qu'il semble y avoir quand même un certain roulement. Les gens, au lieu d'être hospitalisés pendant 10-12 jours, vont l'être pendant 3-4 jours. Est-ce que ça, c'est une donnée quand même qui est importante pour vous? Bien, c'est sûr que c'est une composante importante et c'est pour ça que, en fonction des statistiques qui rentrent,
on pourrait être encouragé de ça. Mais ce que je veux juste vous rappeler, c'est que peut-être que là, puis je dis peut-être là, parce que ça rentre au fur et à mesure tous les jours. Là, ça fait pas longtemps qu'il est rentré au Omicron. Puis dans les autres pays où c'est arrivé, puis je pense à l'Afrique, on avait des populations, entre autres, beaucoup plus jeunes. Alors, faire attention à l'échantillon avec lequel on se compare. Mais pour revenir à votre point, si le nombre de jours qu'on reste à l'hôpital est plus court, vous voyez qu'on est passé de 1500 à 4000 cas. Alors, c'est sûr que s'il y a plus de monde puis que c'est plus court, mais ça fait quand même plus d'hospitalisation, vous me suivez. Alors, c'est tout ça qu'on est en train de mettre dans nos scénarios. Moi, ce que je vous dis aujourd'hui, Mme Prince, c'est qu'on est déjà à 50% de notre capacité avec les cas des derniers jours, des 10 derniers jours, étaient entre 1500 et 2000 cas par jour. Ça fait une semaine qu'on est rendu à 3000, 4000. Alors, ça veut dire que nos hospitalisations, elles vont monter. Ça, c'est certain. Et c'est ça qu'il faut arrêter en ce moment. Merci. Nous allons maintenant donner la parole à Clara de la presse canadienne. Bonjour, je vais revenir sur la question des soupers de Noël. Je voulais savoir, d'un côté, vous dites qu'il faut vraiment limiter les contacts pour éviter la propagation, mais d'un autre côté, on permet encore aux gens de se rassembler à 10 personnes. Je veux savoir, est-ce que c'est pas contradictoire et est-ce qu'on peut s'attendre 1 ou 2 semaines après Noël à avoir beaucoup d'éclosions à cause de ça? Ben, écoutez, j'ai répondu tout à l'heure. Il y a des gens qui sont doublement vaccinés, qui peuvent se voir, mais chaque fois qu'on augmente le nombre de contacts, on augmente un virus qui, avant, on était protégé à 75-80% et même plus, dépendamment de l'âge et de notre système immunitaire. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est qu'il faut aller chercher la hausse de vaccination. Et en attendant qu'on soit rendu à une meilleure protection avec la 3e dose, pour toutes les raisons qu'on a expliquées, ce qu'on dit aux gens, c'est limiter vos contacts le plus possible. Travaillez pas avec le maximum, travaillez avec ce que vous croyez. À chaque fois, en ayant des contacts, vous prenez un risque. Il faut être conscient que c'est les Québécois qui sont gestionnaires de leurs risques. C'est pas juste le gouvernement qui doit dire quoi faire, c'est aux gens de prendre leurs risques et de dire, moi, étant donné toute l'information qu'on vous donne à tous les jours de ce qui se passe avec ce fameux variant-là, j'allais dire avec ce maudit variant-là, je m'excuse, c'est aux gens de se responsabiliser. Et si vous trouvez préférable, selon vous, de limiter vos contacts, même pour Noël, je vous suggère fortement de le faire. Mais pourquoi ne pas baisser le nombre maximum dans ce cas-là? Est-ce que c'est parce qu'on a peur que les gens n'obéissent pas? Ou... Ben écoutez, on a fait un ensemble de mesures. Jusqu'à maintenant, ce n'est pas les mesures du 23 décembre qui nous ont fait mal. On se comprend bien, là? Ce n'est pas ces mesures-là qui ont fait mal, là, qui fait qu'on est à 4000 cas aujourd'hui. Interprétez ça comme vous voulez. Ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, étant donné le variant, on responsabilise les gens qui ont été très responsables jusqu'à maintenant. Il y en a qui ne l'ont pas été. Je ne reviendrai pas là-dessus. Mais ceux qui le sont, tenez compte de l'information qu'on vous donne aujourd'hui et qu'on vous donnera dans les prochains jours. Je voudrais insister sur le fait aussi, qu'on demande, c'est un maximum 10, puis on veut que ce soit des gens tous vaccinés, là, pour éviter des complications. On peut y avoir de la transmission, mais éviter des complications. Surtout, c'est des personnes âgées dans ces rassemblements-là. Il faut vraiment exiger la vaccination et aussi une certaine distanciation. Et je pense aussi qu'il n'y a pas une mesure qui fait la job au complet. C'est une série de mesures qu'on met ensemble, puis on est un des endroits où il y a encore beaucoup plus de restrictions, même par rapport à nos voisins, là. Et donc, je pense qu'il y a un équilibre ici à maintenir. Merci beaucoup. Maintenant, Simon Bourassa de Nouveau.
Oui, bonjour, messieurs. Question pour M. Paré, peut-être en commençant. Dans quelle mesure vous pouvez rouvrir les centres de vaccination de masse? On va voir ça apparaître quand? J'imagine qu'évidemment, en fonction du personnel qui va être disponible. Parce que, bon, puis la disponibilité aussi de ces lieux-là, je pense à Québec, à Exposité, où on avait une bonne capacité de vaccination quotidienne. On peut s'attendre à voir ces centres-là rouvrir à quel moment? Oui, déjà, je dois dire, si vous regardez depuis une semaine, la capacité a déjà augmenté. Samedi passé, par exemple, on vaccinait 24 000 personnes. Hier, c'était 48 000. Fait que déjà, on voit notre montée en capacité qui est là. Oui, on regarde à des nouveaux sites, mais d'entrée de jeu, on regarde à maximiser les sites qu'on a déjà, soit en augmentant nos heures, ou soit encore là en maximisant les espaces qu'on a déjà. Et ça, déjà, nous donne déjà une capacité là, additionnelle. Et encore une fois, mais notre priorité aujourd'hui, là, c'est nos travailleurs de la santé. Donc, on est capable de les vacciner sur place dans nos lieux. Parfait. Puis, en sous-question, peut-être pour M. Arruda, là, juste pour clarifier à propos des tests. Là. Donc, on dit aux asymptomatiques de ne pas aller se faire tester. On dit aux asymptomatiques également de ne pas utiliser forcément le test rapide parce qu'il ne serait pas efficace. Vous êtes quoi, une personne qui a été en contact sûr avec une personne positive, mais qui ne présente pas de symptômes? Elle va se faire tester ou pas? Elle devrait s'isoler parce que surtout si le contact a été très étroit avec la personne qui est positive, elle doit s'isoler et si elle a des symptômes, à ce moment-là, elle pourra aller passer des tests. Okay. Elle doit s'isoler de toute façon pour la période recommandée de 10 jours. Merci. Merci beaucoup. Et pour un dernier média francophone, Thomas Laberge du Soleil. Oui, bonjour. Bonjour à vous trois. La semaine passée, François Legault a annoncé des nouvelles mesures sanitaires. Là, vous en annoncez encore des plus restrictives. Vous nous dites qu'il va en avoir d'autres qui vont arriver. J'avoue que je comprends mal un peu la stratégie. On dirait que vous ne voulez pas arracher le plaster d'un coup, mais simplement le faire tranquillement. Considérant que Noël arrive et qu'il va y avoir des contacts, pourquoi on ne met pas des mesures encore plus sévères considérant la propagation du virus Omicron? Bien, écoutez, on vous a dit tout à l'heure qu'on a déjà énormément de mesures. Elles doivent être suivies, celles qui sont en place. Avec la montée fulgurante du variant, comme je l'ai répondu, on ajoute des mesures qui vont faire une différence. Vous noterez qu'il y a beaucoup dans ces mesures-là, ce qu'on appelle les activités nocturnes, où il y a eu beaucoup d'irresponsabilités au cours des derniers jours, qui nous font agir le plus rapidement possible. Et au besoin, on va arriver avec d'autres mesures. Alors, on croit qu'il faut garder l'adhésion des Québécois. Il y a des gens qui ont fait de grands sacrifices au cours des dernières années, qui se sont fait vacciner, et on doit aider ces gens-là à passer au travers. Et c'est pour ça que si on a besoin, tout en respectant la situation actuelle, de garder l'adhésion des Québécois qui ont fait un travail extraordinaire. Et s'il faut ajouter d'autres mesures, on le fera au cours des prochains jours. Est-ce qu'on pourrait voir le retour du couvre-feu, par exemple? Bien, écoutez, laissez-nous faire un jour à la fois. On va écouter nos prévisions de nos experts ce soir. Vous avez vu qu'on a réagi très rapidement aujourd'hui en convoquant ce point de presse-là. On va faire la même chose dans les prochains jours parce qu'on va garder les Québécois informés, être très transparent de la situation d'une crise. On est en guerre contre ce variant-là et on va tout faire pour travailler ensemble. Je le répète, c'est 8 millions de Québécois qui peuvent faire une différence en ce moment. OK, donc vous ne fermez pas la porte. Merci. Pardon. Nous allons maintenant passer aux médias anglophones. Donc, Montréal Gazette, Jessie Fate. Bonjour à vous trois. Ma question est pour M. Dubé ou le Dr Arruda. Vous parlez du nombre de lits qui ont des patients covidiens. Qu'est-ce qui se passe si on augmente le nombre de covidiens et si on doit s'attendre à des réductions de services ailleurs? Réponse. Comme vous le savez, ce n'est pas vraiment le nombre de lits
Mais le nombre de travailleurs de la santé est notre problème clé, comme vous le savez maintenant, c'est que nous avons une pénurie de personnel médical pour bien des raisons. On manque de personnel, tout simplement. On a tenté, depuis quelques mois, de trouver un équilibre entre le nombre de chirurgies. Je l'ai dit plus tôt que jusqu'ici, depuis quelques mois, on procédait à des chirurgies pour répondre à environ 90% de nos besoins quotidiens, ce qui n'est pas trop mal quand même. Mais étant donné à quel point il est important maintenant de vacciner avec la 3e dose, étant donné la gravité d'Omicron, nous disons que s'il faut augmenter le nombre de tests, nous le ferons. Mais jamais allons-nous interrompre les interventions chirurgicales urgentes, mais on essaie de trouver un équilibre entre nos besoins du point de vue de la vaccination et les chirurgies qui ne sont pas urgentes. La docteure Opaterny, elle travaille là-dessus et quand nous aurons des renseignements supplémentaires, nous vous les communiquerons. Question. Merci. Vous semblez être à capacité dans les sites de vaccination et de dépistage. Est-ce qu'on peut faire quelque chose à court terme pour régler ce problème? Réponse. Alors, c'est difficile, monsieur, parce que, savez-vous, ce n'est pas uniquement la capacité au centre lui-même, par exemple le centre de dépistage, mais c'est aussi le laboratoire qui est là en soutien. Et quand on arrive à 45 000 tests, le laboratoire ne peut pas franchir ce seuil-là. Il a des limites. Il faut donc comprendre que nous avons engagé des laboratoires privés. Certains travaillent déjà avec les aéroports. C'est une logistique qui est complexe à gérer. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis que il y a un nouvel environnement, étant donné le comportement du variant Omicron. Nous demandons aux gens de se faire dépister uniquement quand ils ont des symptômes pour le test rapide. Cela devrait diminuer le nombre de personnes qui va se rendre au centre de dépistage. Merci beaucoup. Nous allons maintenant donner la parole à Dan Spector de Global News. Bonjour, messieurs. Nous avons ces centres de tests qui sont débordés. Nous accusons un retard sur les 3e doses. Il y a des problèmes avec le déploiement des tests rapides. Il y a des ruptures de stock. Avez-vous l'impression qu'on est de retour à la case départ en mode rattrapage? Réponse. Pour ma part, j'estime que nous avons un avantage important maintenant, car nous sommes à 91 voire 92% de la population qui s'est fait vacciner avec 2 doses. Ça, c'est très bien. Le problème, et on l'a corrigé depuis quelques jours, c'est ce qui a été notre avantage jusqu'ici. C'était cet intervalle de 6 mois qui était très important afin de protéger avec le variant Delta. Mais étant donné ce que nous avons appris depuis une semaine à peine, à savoir qu'il est important d'augmenter les couches de protection, que même la 2e dose, et c'est la grande majorité des Québécois qui l'ont, il est important maintenant, et la santé publique et tous leurs conseillers, leurs experts, ont dit on peut baisser de 6 mois à 3 mois. Et dès qu'on a reçu ce feu vert, on est en rattrapage. Et c'est au fond ce que nous faisons. Et c'est pourquoi on disait que nous sommes passés des 30 quelques mille vaccinations par jour. Et jeudi dernier, on était à 62 000 vaccinations quotidiennes. Et c'est ce que Daniel fait maintenant, surtout avec le décès et les gens qui contribuent avec cette initiative, je contribue, et on doit nous rendre aux 100 000 vaccinations par jour. Le jeudi dernier, on était à plus de 60 000. Je pense que nous pouvons certainement franchir en décembre les 100 000 par jour.
afin d'offrir cette troisième dose le plus rapidement possible à tous les Québécois. Question. Conférence de presse, donc, très importante à quelques jours de Noël, entre autres du ministre de la Santé, Christian Dubé. On a su ce matin qu'on a fracassé un nouveau record au Québec. On parle de plus de 4500 cas. Alors, le gouvernement qui dit, bon, écoutez, c'est vraiment critique, c'est grave comme situation. On impose de nouvelles mesures qui entrent en vigueur dès 17 h ce soir. Fermeture des bars, des cinémas, des salles de spectacle, des casinos dès 17 h. Les restaurants qui seront contraints à ouvrir de 5 h à 22 h seulement. Les écoles qui vont fermer dès ce soir, donc le congé de Noël qui commence ce soir pour les écoles primaires ou secondaires qui étaient encore ouvertes, sauf pour celles où on faisait encore de la vaccination. De ce côté-là, on va vraiment essayer de poursuivre parce que le mot-clé, entre autres, un des mots-clés, c'est encore la vaccination. Et le congé scolaire va se terminer le 10 janvier. Pour l'instant, donc les classes d'avant vont se faire en virtuel. On a senti vraiment, encore une fois, un ton qui était très grave. Si on prend les paroles du ministre Dubé, il a parlé de la guerre contre le variant Omicron. C'est pas la première fois qu'il prend cette formulation-là, mais depuis quelques mois, on ne l'avait pas vraiment entendu. Et il a invité les Québécois à se responsabiliser. Le nombre de 10 invités pour Noël tient encore. Quoi qu'on a dit, on n'aura pas peur de changer les règles. On risque de les entendre encore demain parce qu'on aura davantage de détails aussi de la santé publique. Mais responsabilisez-vous, le moins de contacts possible, c'est vraiment la clé pour réussir à passer à travers cette nouvelle vague. Là-dessus, on se retrouve dans quelques secondes.